Bonjour chers auditeurs, ravi de partager avec vous ce premier épisode d'Histoire de Normand. Aujourd'hui, je vous propose de faire la rencontre, la connaissance avec Henri Delaveau, explorateur à l'origine de nombreuses découvertes pour la France, éternel inspiré, inventeur de nouveaux moyens de locomotion aérienne, mais surtout leader bâtisseur d'instances nationales et internationales du monde aérien qui existent encore aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Rendez-vous avec Henri Delaveau, explorateur et père fondateur de l'aéronautisme national et mondial. C'est dans une France et une Normandie paisible qui vivaient alors au rythme des premiers jours du printemps que tout a commencé pour notre personnage. Nous sommes précisément le 2 avril 1870 quand là, en cette date-là, dans l'une des salles du château de Bierville en Seine-Maritime, la Providence est venue couronner le couple de jeunes mariés, Paul-Joseph Delaveau et Marie-Augustine de Boulédus, de la naissance de leur petit garçon. Marie-Augustine, la mère, avait 30 ans lorsque le petit Henri est venu au monde. Elle était à ce moment-là la fille du directeur des chemins de fer de la Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, mais surtout la riche héritière d'une grande famille protestante française. Le père, quant à lui, avait 31 ans, soit une année de plus que son épouse, était le descendant d'une illustre famille militaire, lui-même a continué dans cette lignée en s'étant quelques années auparavant illustré lors des campagnes d'Italie. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que l'enfance d'Henri Delaveau n'a pas été des plus exaltantes, des plus réjouissantes, pour deux raisons. La première, parce que 3 mois seulement après la naissance d'Henri Delaveau, la France est entrée en guerre contre la Prusse. Vous savez, c'est ce conflit fratricide entre deux nations cousines sur fond d'un démêlé quant à l'identité du futur roi d'Espagne. Et on imagine, à l'issue de ce dernier, au moment où la France a été vaincue, où Napoléon III a été défait à Sedan et quelques jours plus tard a abdiqué, l'effroi qu'ont dû ressentir des millions de Français, et avec eux les parents de Delaveau, quand du jour au lendemain, une force occupatrice, la force allemande, est venue occuper la France, occuper le pays. Et dans la région de Gournay-en-Bray, la terre natale d'Henri Delaveau, la force prussienne a été particulièrement violente, virulente vis-à-vis des populations locales. Des hameaux complets ont été détruits, incendiés, brûlés pour mater toute forme d'opposition. De nombreux propriétaires ont été contraints d'accueillir 2 soldats allemands en leur sein pour les héberger. On imagine alors les scènes ubuesques, chers auditeurs, mais aussi d'offrir chaque jour à chaque soldat 500 grammes de viande, 250 grammes de légumes, 750 grammes de pain et un demi-litre de vin. Et le petit Henri, avec sa mère Marie-Augustine, n'ont eu que quelques heures pour fuir, se réfugier à Rouen et ne pas vivre dans ce conflit terrible qu'il y avait dans la région de Gournay-en-Bray, puisque Bierville est à 10 km de Buchy, et Buchy n'est non loin de Gournay-en-Bray. Le père, quant à lui, était en train de défendre la France entre la Loire et la Seine, à la tête du 8e régiment d'infanterie. La deuxième raison, chers auditeurs, de cette enfance qui n'a pas des plus stimulantes, elle est de l'ordre de l'intime. En effet, de retour du conflit, les 2 parents de Delaveau n'ont pas retrouvé la même passion qu'auparavant. Une certaine mésentente est apparue, une distance froide s'est installée dans le foyer. Henri a de moins en moins vu son père, préférant passer davantage d'heures en mairie. Une mère, Marie-Augustine, désolée de la situation, seule dans le foyer. Et au milieu de ça, Henri a dû composer, grandir, imaginer, après la guerre, de ressentir la pâle froideur d'une mésentente entre 2 êtres qui ne s'aiment plus. Alors, Henri s'est réfugié dans la lecture, et pas n'importe quelle lecture, la lecture de récits d'aventure, de romans, d'exploration, et comme lui, des millions de petits Français à l'époque ont été bercés par ces écrits-là, puisque Jules Verne était à l'apogée de son œuvre, avec Le Tour du monde en 80 jours, vous le connaissez, et pour Henri, 3 livres
majeurs qui l'ont marqué. Il y a eu Les Enfants du Capitaine Grant, De la Terre à la Lune et 5 semaines en ballon. Dès ce moment-là, en s'évadant, en travaillant son imaginaire, en se projetant vers d'autres contrées, eh bien, Henri, notre personnage, a développé ce rêve de parcourir lui-même le monde et d'organiser son propre tour du monde en tant qu'explorateur. Et paradoxalement, c'est un événement tragique qui a permis à Henri de Lavaux d'atteindre ce rêve, pas n'importe quel événement, la disparition de sa mère, décédée début des années 1890 d'hydropisie. Henri a été très touché par la disparition de sa mère, elle, qui avait toujours été là pour lui, qui l'avait protégé pendant la guerre de 1870, venait de le laisser seul, contraint de sortir du nid familial et de voler de ses propres ailes. Il fut l'héritier de la riche fortune maternelle, du château de Bierville et contraint de précipiter son départ à la découverte du monde quand quelques mois seulement après la disparition de sa mère, le deuil à peine passé, son père lui a annoncé vouloir se remarier avec une autre femme et s'installer à Versailles. Alors là, il n'en a pas fallu plus pour notre personnage pour ressentir au fond de lui, choqué par cette nouvelle, de s'évader, de fuir, de s'aérer la tête plus que par les livres, désormais concrètement, en effectuant son propre tour du monde. Alors, dès 1894, nous le retrouvons en Russie pour découvrir ce pays à la culture magnifique et riche. Nous l'avons également retrouvé en Corée, qui était alors encore unifiée, mais qui connaissait les premiers tumultes d'une future division. Et surtout, il fut à ce moment-là l'un des rares Européens à s'aventurer dans des régions du monde peu connu du vieux continent, le Cochinchine, le Hanam qui s'apparente au Vietnam et encore le Cambodge. Et il faut bien que je vous dise, c'est que les conditions de déplacement à l'époque ne ressemblent en rien à ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Il n'y avait pas d'avion, il y avait très peu de chemins de fer et les wagons étaient peu confortables, tout était très sommaire. Nous étions qu'au début de l'exploration et de cette sorte de mondialisation. Une fois que nous arrivions sur place, il fallait composer, s'adapter à des personnes avec des langues étrangères, inconnues, des populations indigènes, aux us et coutumes totalement éloignées de ce que nous pouvions connaître à cette époque-là en France. Bref, c'était une véritable exploration, c'était une aventure et il fallait faire attention à sa vie. Car Henri de Lavaux, à maintes reprises, lors de son périple, a manqué tout bonnement de trépasser. Une fois en étant pourchassé par les indigènes, et lorsque ce n'était pas ça, deuxièmement, en étant tout simplement poursuivi par les animaux sauvages, manquant d'être dévorés. Et alors, vous pourriez vous dire que lorsqu'à 24 ans, on revient en France, 1895, une fois avoir connu toutes ces péripéties, eh bien qu'on ait envie de profiter des belles choses de la vie française, de la vie paisible que notre pays peut offrir. Eh bien non. Pour Henri de Lavaux, lui qui est doté d'une force morale et d'une robustesse physique, en est revenu plus que jamais décidé à devenir explorateur au service de la France. Alors, c'est bien beau d'avoir cet objectif-là, encore faut-il avoir d'une part une idée de destination et deuxièmement l'autorisation de l'État de représenter le pays avec un tel statut d'explorateur. Henri de Lavaux, dès ce moment-là, eh bien, s'est réfugié dans les récits britanniques d'exploration. Il s'est porté d'attrait très rapidement sur la région nommée la Patagonie, vous savez, cette région du monde située en Amérique du Sud, partagée entre le Chili et l'Argentine. La Patagonie est dépeinte dans ces ouvrages-là comme une véritable terre de cocagne, avec une faune et une flore riches, diversifiées et des trésors merveilleux. En clair, une région du monde qui pouvait apporter énormément à une puissance. Henri de Lavaux s'est donc décidé de partir en Patagonie. Il a d'abord fait part de son projet à ses amis, à son entourage, à Paris, lui qui s'est installé dès 1898 en région parisienne, et il s'est heurté dès ce moment-là à l'hostilité de la bonne société parisienne qui ne voyait qu'en cette région du monde qu'une terre aride, desséchée, en clair avec peu de potentialité pour la France. Et alors là, vous allez découvrir un Henri de Lavaux buté, décidé, orgueilleux, voulant montrer que les autres avaient tort et que lui avait raison, et il écrira
dans son livre Voyage en Patagonie tout le ressentiment qui était le sien de son vivant. Je cite notre explorateur. Il convient de détruire une légende créée par quelques explorateurs en chambre et qui tend à représenter l'extrémité des terres australes comme une contrée aride et desséchée. Ceux qui parlent ainsi de la Patagonie n'ont sans doute jamais dépassé les plaines de Gennevilliers et se sont documentés sur le continent magellanique d'après les encyclopédies. Alors là, vous pouvez ressentir toute la verve, toute la force de conviction de notre Normand Henri Delaveau qui était plus que jamais décidé à prouver l'inverse de ce que pensait la bonne société parisienne. Donc, la destination trouvée ne manquait plus que l'autorisation officielle. Après quelques tractations, négociations auprès des ministères, il a obtenu enfin le précieux sésame courant de l'année 1895 pour représenter la France en tant qu'explorateur en Patagonie, on l'imagine, arpentant les rues de Paris, heureux comme un gosse, pouvant enfin accomplir sa propre destinée, puisqu'il a été chargé par le ministère de l'Instruction publique de récolter le maximum d'informations, de ressources anthropologiques, ethnographiques et de ramener une multitude d'objets qui pourraient permettre d'améliorer les connaissances scientifiques françaises. On retrouve alors Henri Delaveau fin décembre 1895 sur le quai du port, dans un froid glacial qu'il évoque dans son livre. Il faut dire que ses proches étaient présents mais très inquiets quant à son sort, de découvrir une région du monde qui n'était pas connue à ce moment-là, avec des populations indigènes. Dernier au revoir, dernières accolades, dernier regard, ultime sourire, une inquiétude palpable que Henri Delaveau a bien noté dans son ouvrage Voyage en Patagonie. « Où allez-vous » interrogeaient mes amis. « Je vais en Patagonie » leur répondais-je. Alors, l'on me serrait la main avec inquiétude et je sentais à travers les salamalecs d'usage percer une pointe d'ironie. Mais j'avais mon idée, une idée fixe. Synthwave, un peu de synthwave pour poursuivre ce podcast en musique. Nous retrouvons notre Normand à Buenos Aires, mi-janvier 1896, et on imagine là, au moment où il a posé pour la première fois le pied sur cette terre du Nouveau Monde, l'émotion, d'une part, de découvrir pour la première fois de sa vie la Patagonie, de savoir tout ce qui l'attendait, mais surtout aussi comprendre, ressentir sur nos épaules la responsabilité qui était bien présente. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un drapeau français, mais aussi un drapeau normand, au-dessus de sa tête. Il était là pour une mission officielle. Pour cette dernière, il fut accompagné d'un gaucho, un natif de la Patagonie nommé Juan González, qui lui a permis d'être guidé, mais aussi de Jacques Catalino, et oui, l'un des descendants du célèbre militaire qui s'est battu lors des guerres de Vendée pour défendre une France chrétienne et monarchique, qui plus est. La caravane a été préparée, il y a eu plusieurs chevaux, remorques, calèches pour transporter tous les objets à récolter, et ça y est, Henri Delaveau est parti. Alors, il est resté 16 mois en Patagonie pour parcourir à dos de cheval 5000 kilomètres. Il a parcouru bon nombre de localités. Je peux vous citer Carmen de Patagones, Rayon Negro, Kerskeley, Machiancho ou encore Choix-Colline-Allué, et a dû faire face pendant ces 16 mois à de nombreux dangers. Deux dangers principaux. D'une part, les conditions météorologiques. La Patagonie, ce n'est pas seulement du soleil et de fortes chaleurs, c'est une météo qui est imprévisible, et Henri Delaveau a très bien synthétisé cela dans son ouvrage Voyage en Patagonie. Le soleil a bu la neige avec autant de rapidité que les Indiens ingurgitent la cana. La cana, cette boisson alcoolisée très forte qui était consommée par nombreux des habitants de la Patagonie à l'époque. Il y a eu aussi ce vent, le Pampero, un vent très fort qui a manqué à plusieurs reprises de désarçonner Henri Delaveau, qui a maintes fois failli tomber de sa monture, et ça c'était le
le premier écueil, le deuxième danger, et c'est sans doute le plus important, le plus inédit, c'est tout simplement l'accueil des populations locales, indigènes, des tribus, effectué pour notre Normand qui, rappelons-le, est venu d'Europe pour mieux connaître le fonctionnement de ces tribus, récupérer des objets, et forcément que cela n'a pas fait que des heureux à chaque fois de voir un inconnu s'immiscer autant dans la vie des tribus, et les accueils ont été différents en fonction des tribus. Il y a eu de bons accueils, je peux vous citer cette scène qui est racontée dans l'ouvrage Croire et oser, qui a été publié sous le patronage de l'Aéroclub de France, qui raconte une soirée autour du feu où Henri de Lavaux a été reçu comme un invité d'honneur et convié à manger un plat typique, et ce plat eh bien, ne l'a pas forcément chanté sur le moment-là, puisqu'on a dépecé, tué un mouton devant lui. À peine tué, nous avons découpé un petit bout de ce dernier, on a versé le sang dans le bol, on a mis le bout de mouton dans ce dernier, et on lui a tout simplement tendu le bol. Mange, mangez, Henri de Lavaux. Alors à ce moment-là, faut bien faire preuve de bonne foi, honorer les personnes qui nous accueillent. Alors il a pris le bout de mouton qui n'était même pas cuit, qui était cru, chers auditeurs, c'est ça le plus important. Mettre en bouche, l'avaler et ne pas le recracher. C'est ce qu'a fait Henri de Lavaux, il s'en est pas trop mal tiré et a été accueilli comme un véritable membre de la tribu par le chef qui lui a dit qu'il était l'un des rares, le premier, même européen, à ne pas recracher le bout de mouton, ce qui démontre bien la robustesse d'Henri de Lavaux. Là, ça s'est bien passé. Mais cela n'a pas été le cas tout le temps, puisqu'Henri de Lavaux est venu aussi pour fouiller les tombes, déterrer les corps, pour étudier les ossements, récupérer des objets, et forcément que là on touche à l'intime, on touche au sacré dans ces tribus qui croient en des choses bien supérieures qu'à la simple humanité. Alors, bon nombre d'indigènes lui ont dit « Monsieur de Lavaux, les esprits vont vous donner un mauvais sort, vous qui déterrez les dépouilles, tout simplement de nos défunts. » Alors là, ça s'est mal passé. Je peux vous citer une autre scène où un soir, pareil, en étant reçu par la tribu, étant seul avec un Indien dans un tipi pour refaire le monde, eh bien, ce dernier, sous le coup de la cana, a manqué de le poignarder. Et ce sont deux jeunes indigènes qui lui ont sauvé la vie, tout simplement. Alors vous voyez que ce voyage a été très difficile. Il n'avait pas forcément une bonne réputation de fait, mais reconnaissez l'aventure extraordinaire qu'il a vécue. Lui qui, dans son ouvrage Voyage en Patagonie, représente la Patagonie pittoresque que jamais nous aurons la chance de connaître, chers auditeurs. Je peux vous citer des représentations d'une indienne araucane trayant une vache, le pic Kamièche, un massif montagneux qui a particulièrement rendu difficile le déplacement d'Henri de Lavaux, ou encore une tente indigène en peau de jument à Saint-Gabriel. Quoi qu'il en soit, au bout de ces 16 mois, Henri de Lavaux a largement accompli sa mission et est rentré en France en 1897. Il a terminé son ouvrage cette année-là sur ces mots. Je sais maintenant que la Patagonie n'est pas ce pays aride au climat desséchant que les dictionnaires de géographie prétendent inhabitable. On peut la comparer à la plus fertile de nos colonies. De retour en France, Henri de Lavaux a dû composer avec sa nouvelle notoriété acquise. Il fut reçu dans les plus prestigieux restaurants mondains de la bonne société parisienne, fut élevé chevalier de la Légion d'honneur au titre de la promotion d'explorateur, a dispensé des conférences au sein de la Société de géographie pour raconter son histoire. Bref, nous retrouvons un Henri de Lavaux profitant des plaisirs de la capitale, la ville lumière. Et c'est un jour de 1898, alors en pleine balade avec son ami Georges de Castillon de Saint-Victor, qu'Henri de Lavaux, au coin d'une rue, a posé son regard sur un ballon cloué au sol. Ce dernier, à ce moment-là, faisait de la pub pour la discipline du ballooning, cette activité qui permettait de partir d'un point A pour rejoindre un point B en ballon, dans une nacelle. Et là, sur le moment, Henri de Lavaux s'est arrêté. Il fut subjugué, il fut transcendé, inspiré, dirais-je même, par sa vue. Comment ne pouvions pas tout simplement à ce moment-là faire autant de publicité pour le ballooning? Comment ne pouvions pas penser à développer cette discipline qui pouvait étendre le champ des possibles des moyens de locomotion par les airs? Il a vite saisi à ce moment-là que sa vie allait prendre une toute autre direction. Fini l'Henri de Lavaux explorateur, voici désormais
Henri Delaveau, l'un des pères fondateurs de l'aéronautisme national et plus tard même international, il voulait participer au développement de ce secteur de la société et lui-même mener ses propres expériences. Alors, Henri Delaveau a voulu se faire la main en ballooning pour comprendre comment piloter ses ballons et être en mesure ensuite d'apporter des améliorations, de trouver de nouvelles inventions pour améliorer les conditions de déplacement. Son idée a été de relier Paris au Luxembourg lors d'un test. Ce test, comme bon nombre des premières initiatives ou lorsqu'on veut créer une entreprise, ça ne fonctionne pas forcément directement et la règle n'a pas manqué pour Henri Delaveau puisque le ballon n'a jamais vu le ciel du Luxembourg. Il a été au contraire d'être cloué au sol à cause des conditions climatiques et pour notre Normand, il a fallu rapidement trouver une autre opportunité de piloter un ballon pour pouvoir atteindre son objectif. Quoi de mieux que de se faire la main, d'acquérir de l'expérience en participant à toutes les épreuves sportives d'aérostation des Jeux Olympiques de Paris 1900 et en même temps de l'exposition universelle. C'était une grande fête en 1900 à Paris puisqu'il y avait ces deux événements où le monde entier avait les yeux rivés sur la France et les épreuves d'aérostation étaient les épreuves les plus suivies. Elles offraient un spectacle dans le ciel avec des dizaines de ballons et on n'avait pas l'habitude de voir ça à l'époque. Henri Delaveau s'est donc aligné avec son ami Georges de Castillon de Saint-Victor sur ces épreuves, a battu le record incroyable de l'épreuve de hauteur qui consistait à aller le plus haut possible, mais surtout est devenu la coqueluche du public, la coqueluche de la presse lors de l'épreuve de longue distance. Imaginez-vous bien, à ce moment-là, lorsque deux hommes ont parcouru en moins de 35 heures 1925 km pour rejoindre de Paris Khorochtchev, non loin de Kiev, qui était alors tsariste à l'époque, en reléguant la concurrence à des centaines de kilomètres d'écart. C'est un exploit, un record du monde combattu. Eh bien, ces deux compères dont faisait partie notre Normand, revenus en France, ils furent auréolés de la victoire. Ils venaient de repousser les limites de l'espèce humaine. Ils ont réitéré les exploits lors des compétitions suivantes. Bref, Henri Delaveau s'est mué en un véritable compétiteur, ce qui lui a permis ensuite de pouvoir mener ses propres projets. Home Where Finally Landing de la Synthwave à retrouver sur vos plateformes d'écoute. Alors, il faut dire que toutes ces expériences, ces initiatives, elles nécessitaient une organisation complexe, poussée. Il fallait par exemple penser à maintenir le lien entre le ballon et la terre ferme, et pour cela on utilisait des pigeons. Georges Blanchet, un amateur d'aéronautisme qui suivait régulièrement Henri Delaveau sur ses tentatives, avait notamment pu noter ceci. Le comte Delaveau emportera une trentaine de pigeons divisés en groupes de 4 à 5. Ces pigeons sont soumis depuis 3 mois à un véritable entraînement et sont classés en pigeons de vitesse et en pigeons de fond. Alors là, vous voyez, je le découvre avec vous qu'il y avait une classification entre pigeons de vitesse et d'endurance, mais ce qui montre bien la minutie de la préparation de ces expériences. Et Henri Delaveau a d'ailleurs initié plusieurs autres tentatives. Je peux vous parler de son expérience avec l'ingénieur Victor Tatin de construire un aéroplane qui a été détruit lors de son essai à l'école de Saint-Cyr. Je peux également vous dire qu'il a été à l'initiative d'une entreprise que vous pouvez peut-être connaître. Je vais faire appel à votre mémoire. Si je vous dis Zodiac. Et oui, Zodiac, la société qu'on connaît davantage dans notre imaginaire pour le côté fluvial, qui à l'époque était au niveau aéronautique et qui, depuis quelques années, pour votre gouverne, a totalement changé de plan économique. Mais il a créé bon nombre d'inventions, bon nombre de nouveaux procédés et surtout, au fur et à mesure du temps, avec l'âge, est devenu un leader bâtisseur. Et oui, avec toutes ces expériences, avec toutes ces initiatives et un réseau toujours plus fourni, il est parvenu à rassembler autour de lui
les plus brillants personnages de la France, du secteur, et donc pris l'initiative de créer, de cofonder l'Aéroclub de France, avec une liste de noms qui représentent très bien l'intelligence française de l'époque: Ernest Archédéacon, Léon Serpollet, le comte Henri de la Valette, Jules Albert de Lyon, Alberto Santos Dumont, dont vous pouvez observer sur les Champs-Élysées au niveau de l'Apple, eh bien, la plaque commémorant son habitation ici il y a plus d'un siècle, Henri Deutsch de la Meurthe et André Michelin, sans oublier Maurice Mallet. Et l'Aéroclub de France, il existe toujours aujourd'hui, chers auditeurs. Depuis 1898, son objectif, il est triple. Premièrement, eh bien, de recenser les néophytes, les passionnés de l'aéronautisme qui souhaitent être formés. Deuxièmement, de reconnaître la propriété intellectuelle des inventions, puisqu'il n'y avait pas qu'Henri Delaveau qui prit l'initiative de tenter toutes sortes d'inventions, donc il fallait un brevet. Et troisièmement, depuis 1909, preuve de la légitimité de cette instance, eh bien l'État lui reconnaît la compétence de remettre, de délivrer les brevets de pilote. Alors l'Aéroclub de France, ce sont des milliers aujourd'hui d'adhérents, des centaines d'aéroclubs répartis dans toute la France et qui continuent aujourd'hui à mener ces activités avec brio. Mais pour terminer, chers auditeurs, l'œuvre ultime d'Henri Delaveau, sa dernière grande réalisation, c'est la création de la Fédération Aéronautique Internationale, la FAI. Fort de sa notoriété, de l'écoute dans le monde entier de ses interventions, de ses idées, il est parvenu à rassembler les plus grandes nations de l'époque autour de l'aéronautisme pour créer cette fédération le 14 octobre 1905. On imagine alors à ce moment-là l'instant solennel, les personnalités des nations présentes avec les drapeaux flottants dans les cieux, les signatures successives et enfin cet accord de dialogue permanent des plus grandes nations. Moins de 10 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les nations ont accepté de se parler. Henri Delaveau n'a pas pris la présidence tout de suite, préférant laisser la place à Roland Bonaparte. Il y a toujours un Bonaparte lorsque la France innove, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, je ferme la parenthèse, et pris la présidence seulement en 1924, pendant 6 ans, donc de 1924 jusqu'à 1930. Cette fédération, elle existe encore aujourd'hui, elle rassemble 80 des plus grandes puissances mondiales autour du sujet de l'aéronautisme avec 4 objectifs. Le premier, de démocratiser la discipline. Deuxièmement, de reconnaître les propriétés intellectuelles des inventions, du moins pour l'époque. De reconnaître les exploits dans le domaine de l'aéronautisme. Et puis surtout, eh bien, de faire communiquer, dialoguer les puissances entre elles. Et quand le temps d'Henri Delaveau fut venu, il eut l'idée d'organiser un gigantesque voyage en programmant des centaines de galas dans les pays du monde, en parcourant 200 000 kilomètres dans les airs en avion, malgré son âge, l'amenant à se rendre à Cuba, à Trinidad, Saint-Domingue, au Canada, bref, en parcourant le monde entier pour à chaque fois, lors de galas, de montrer aux populations ce qu'il est possible de vivre en intégrant un aéroclub, tout simplement. Ces deux institutions, elles sont la quintessence du génie français avec la touche normande. Henri Delaveau, avec ses compagnons, que ce soit en France et dans le monde, sont parvenus à nous léguer un héritage dont il sera difficile d'effacer, d'oublier. Mais un beau jour, l'inévitable. En pleine tournée aérienne, au bord de son avion surnommé l'avion d'Apocalypse, Henri trouva la mort le 18 avril 1930 près de Jersey City, non loin de New York. Il venait de célébrer ses 60 ans quelques jours auparavant. Lors de ses ultimes instants, l'avion qui le transportait, obligé de voler à basse altitude en raison d'un plafond très bas, heurta une ligne à haute tension, s'écrasa dans un fracas assourdissant, carbonisant le corps de notre personnage. Là, en pleine journée de printemps, la vie du génie normand, qui avait tant bravé le danger lors de ses voyages et affronté l'inconnu à l'occasion de ses explorations, venait de s'éteindre soudainement. La nouvelle fut terrible pour tous ceux qui eurent l'opportunité de le croiser durant sa vie et de découvrir la bonté d'un homme simple, la droiture d'un leader et sa foi dans l'idée, digne d'un inventeur comme le 19e siècle a su nous faire don. Orpheline de l'un de ses plus illustres compatriotes, le gouvernement français lui fit de somptueux obsèques officielles aux invalides. Il est inhumé à Rozoy-Belleval.
En souvenir, la Fédération aéronautique internationale prit l'initiative de créer la médaille Henri de Lavaux en 1933, décernée encore à ce jour au détenteur d'un record absolu d'aviation. Si vous vous baladez à Paris, je vous invite à vous rendre au 122 avenue des Champs-Élysées. Une plaque commémorative est apposée, là où il vécut de 1898 à 1909. Le journal Aérophile du 15 mai 1930 titrait dans l'un de ses carnets regrettant l'énergie et la ténacité de l'homme qui poursuivit sans faiblir son œuvre pour l'œuvre elle-même. Et bien voilà, c'était le premier épisode d'Histoire de Normand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier dans son intégralité. C'est une première pour moi, alors n'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires, de vos retours et de vos encouragements aussi, je suis preneur. Mais également de faire grandir la communauté, à faire connaître la vie d'Henri de Lavaux et des autres Normands que nous allons évoquer lors des prochains épisodes, en partageant sur les réseaux sociaux, par mail, mais aussi par le bouche à oreille, ça fonctionne très bien la série. Tout simplement pour que nous soyons de plus en plus nombreux à vivre notre fierté normande, mais aussi française. Voilà, alors je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous, à bientôt.